un système censé verrouiller le ciel, mais qui pouvait être neutralisé par un simple câble écrasé par un camion logistique. Des milliards investis, des centaines de véhicules spécialisés, des radars aux antennes plus hautes qu'un immeuble de 5 étages. Pourtant, au cœur de la jungle vénézuélienne, il n'a même pas réussi à repérer une cible d'entraînement volante lancée à vitesse réduite. L'épisode vénézuélien n'était pas un simple incident technique, mais un révélateur brutal d'un mal bien plus profond. Une machine conçue pour défendre, mais incapable d'agir sans ordre parfait, conditions idéales et synchronisation absolue. À Caracas, le S-300 est devenu une arme diplomatique plus qu'un outil militaire. À chaque démonstration, une question planait. Si un vrai missile arrive, va-t-il tirer? Et si oui, sur quoi? Les rapports d'essais maquillés, les interruptions radio non expliquées, les succès obtenus uniquement dans des scénarios figés, tout cela n'est qu'un aperçu. La véritable absurdité technique, les défaillances structurelles et la peur silencieuse des opérateurs, tout cela ne se dévoile qu'à la toute fin. Et ce n'est pas seulement troublant, c'est vertigineux. L'idée de créer une famille unique de systèmes de défense anti-aérienne pour les 3 branches principales des forces armées, défense aérienne, armée de terre et marine, relevait dès le départ plus du fantasme administratif que d'une stratégie réaliste. Dans l'Union soviétique des années 60, on rêvait d'un engin miracle, un système capable de tout intercepter, de tout repérer, de tout neutraliser. Avions, missiles balistiques, drones, cibles furtives, et cela en un seul appareil, mobile, autonome et compatible avec des technologies totalement différentes. En théorie, il aurait fallu une sorte d'orgue de Staline électronique, monté sur chenilles, propulsé par des générateurs autonomes et contrôlé par des calculateurs capables de prédire le futur. Ce projet a pourtant bel et bien existé. Son nom, S-300. À la fin des années 60, les leçons tirées des conflits au Vietnam et au Moyen-Orient révélèrent à Moscou un constat embarrassant. Les systèmes anti-aériens existants, S-75, S-125, S-200, étaient lents, rigides, incapables de réagir aux frappes éclairs modernes. Le délai de repli d'un système S-125, par exemple, dépassait 1 heure, soit bien plus que le temps nécessaire à l'aviation ennemie pour localiser et frapper sa position. Même réduit à 20 minutes grâce à un entraînement intensif, ces délais restaient catastrophiques. Pour faire face à la menace d'attaque aérienne à grande vitesse, il fallait un système qui puisse être déployé et replié presque instantanément. Ce besoin a mené à une décision radicale, remplacer tous les anciens systèmes par un unique ensemble, modulaire et théoriquement compatible avec toutes les doctrines militaires soviétiques. L'objectif, créer une sorte de Kalachnikov de la défense anti-aérienne, simple, robuste, fiable et capable d'abattre des ogives nucléaires en plein vol. Le premier nom du projet était S-500U, un acronyme pour universel. Sa portée prévue atteignait 100 km. Très vite, le concept devint incontrôlable. Chaque branche imposa ses exigences. L'armée voulait de la mobilité sur terrain accidenté. La marine exigeait une résistance à la corrosion saline, tandis que la défense aérienne misait sur une puissance de calcul digne des satellites. Résultat, une cacophonie industrielle. 3 bureaux d'ingénierie différents se mirent à travailler chacun sur leur propre version. Le système censé unifier les forces armées s'est fragmenté avant même d'avoir tiré une seule fusée. Le bureau Almaz prit en charge la version pour la défense aérienne, mobile mais centrée sur des routes asphaltées et une logistique lourde. Le NI-20 développa la version terrestre, sur châssis chenillé, capable de se déplacer dans la boue jusqu'aux genoux. Et le VNI, Altair, conçut la version navale, destinée aux croiseurs géants. Officiellement, tout cela devait rester unifié. En réalité, les composants étaient si incompatibles que seuls les radars de détection avaient une parenté technologique minimale. Les logiciels, les liaisons de données, les véhicules porteurs, les calculateurs embarqués, tout était différent, jusqu'au boulon. En 1979, la première batterie de la version S-300 PT fut mise en service. Sur le papier, elle promettait de protéger les centres industriels et les postes de commandement contre des missiles de croisière et des avions d'attaque. Dans les faits, elle reposait sur une structure semi-fixe, difficile à déplacer, avec un temps de mise en service avoisinant la demi-heure. Ces missiles du modèle 5V55K pouvaient intercepter des cibles à 47 km. Mais cette portée ne s'appliquait que dans des conditions idéales. Ciel dégagé, cible non manœuvrante,
sans brouillage électronique. Autant dire, dans un laboratoire. La prétendue supériorité technologique du système se heurtait à des limites physiques. Le radar ne voyait pas bien les cibles à basse altitude. Les calculateurs de tir, construits autour d'ordinateurs soviétiques de troisième génération, ralentissaient dès qu'ils devaient traiter plusieurs trajectoires simultanément. L'intégration des unités passait par des kilomètres de câblage fragile, exposés à la poussière, aux vibrations, aux erreurs humaines. Dans certains cas, un simple défaut de topographie suffisait à faire dysfonctionner toute la chaîne de tir. Ainsi naquit l'un des systèmes de défense antiaérienne les plus prétentieux jamais construits, déjà technologiquement dépassé au moment même de son déploiement. Il portait un nom unique, mais vivait une triple vie, éclaté entre trois doctrines, trois réalités, trois absurdités. Le S-300 ne fut pas conçu pour combattre. Il fut conçu pour faire croire qu'il pouvait tout arrêter. Ce n'était pas un mur, c'était un théâtre, monté sur chenilles, dont les projecteurs s'éteignaient au moindre orage. Alors que le concept initial du S-300 s'enfonçait déjà dans ses propres contradictions techniques, la fragmentation en trois versions distinctes acheva de lui ôter toute cohérence structurelle. Ce qui devait être une plateforme modulaire et rationalisée devint un triangle bureaucratique dysfonctionnel où chaque branche des forces armées soviétiques poursuivait ses propres objectifs, souvent en opposition directe avec les deux autres. Le résultat, trois systèmes aux noms similaires, aux capacités incompatibles et aux logiques internes irréconciliables. La version P du S-300, destinée à la défense aérienne, fut la première à entrer officiellement en service. Elle reposait sur une architecture en étoile, avec un poste de commandement centralisé relié à 6 batteries de lancement, chacune capable de gérer 4 missiles. Sur le papier, cela permettait de suivre 6 cibles simultanément, avec 2 missiles dirigés sur chacune. Mais ce chiffre reposait sur un postulat irréaliste, la perfection synchronisée du système. Le moindre retard dans la communication, la moindre interférence dans la détection, et l'ensemble basculait dans le chaos algorithmique. La détection radar, par exemple, dépendait d'un positionnement topographique précis et d'une alimentation électrique parfaitement stable. Une simple erreur dans l'alignement des antennes ou une chute de tension suffisait à déphaser l'ensemble du système. La version terrestre, nommée V, comme Voïska pour les troupes au sol, apportait une nouvelle couche de complexité. Montée sur des châssis chenillés, elle était censée accompagner les divisions blindées soviétiques dans leur déploiement. Pour cela, chaque composant, radar de veille, lanceur, centre de calcul, unité de recharge, fut installé sur un véhicule blindé autonome. Au total, plus de 20 engins distincts formaient une seule unité opérationnelle. Une logique de redondance maximale, mais à un prix logistique démesuré. Chaque panne, chaque désynchronisation entre les véhicules pouvait paralyser l'ensemble. Pire encore, les deux types de missiles embarqués, l'un contre les cibles classiques, l'autre contre les menaces balistiques, n'étaient ni interchangeables ni compatibles avec les mêmes circuits de commande. Il fallait choisir en amont le type de menace à affronter. Si l'ennemi en changeait, le S-300C n'avait aucun moyen de s'adapter en temps réel. La version navale, désignée F pour la flotte, posa des défis d'une autre nature. Enfermée dans la coque métallique des croiseurs de classe Orlan ou Atlan, la version maritime du S-300 dut renoncer à la majorité de ses systèmes terrestres au profit d'un lanceur rotatif à tambour, installé sous le pont, avec une ouverture verticale contrôlée. L'idée était élégante sur plan. Une rotation interne alignait chaque missile avec la trappe de lancement, et le moteur s'activait une fois la fusée hors de la structure. Mais dans les faits, la mécanique se bloquait fréquemment. La corrosion marine, les variations de température et le roulis altéré sur les capteurs, retardant l'alignement ou bloquant purement et simplement le cycle de lancement. Plusieurs exercices en mer se terminèrent avec 0 missile tiré, non par manque de cible, mais par impossibilité mécanique de faire tourner le système. Ajoutons à cela l'incompatibilité presque totale des radars entre les trois versions. Le radar de la version P fonctionnait dans une bande de fréquence incompatible avec celui de la version V, qui lui-même ne partageait aucun protocole de communication avec la version F. Les systèmes de commande, les calculateurs embarqués, les algorithmes de poursuite, tout était développé en vase clos. En pratique, cela signifiait que ces trois branches de la même famille technique ne pouvaient pas se transmettre de données tactiques. Chaque système fonctionnait dans son propre monde, comme trois langues différentes partageant un même alphabet, mais incapables de se comprendre. Des tentatives de fusion furent faites. On essaya, par exemple, d'installer un radar terrestre sur un châssis naval modifié.
Résultat, les vibrations en mer désynchronisèrent le balayage. L'inverse, intégrer un radar naval sur un véhicule terrestre, échoua également, les systèmes de stabilisation étant incapables de gérer les micro-déplacements dus au terrain. Dans un autre cas, on tenta d'utiliser une rampe de lancement de la version terrestre avec les calculateurs de la version P. La mise à feu eut lieu avec un retard de 2 secondes, suffisant pour rater complètement la cible lors d'un tir test. Tout cela ne fit qu'accentuer l'absurdité de la situation. Une famille de systèmes vendus comme unifiés, mais dont chaque membre ne partageait ni les outils, ni les protocoles, ni même les objectifs. Le S-300 n'était pas un réseau intégré. C'était une collection de machines brillantes dans leur isolement, mais mutuellement aveugles. Un monstre à 3 têtes, dont aucune ne regardait dans la même direction. L'évolution du système S-300 n'a jamais suivi une trajectoire linéaire d'amélioration. Elle ressemble plutôt à un escalier en colimaçon où chaque marche ajoute du poids, du câblage, des procédures supplémentaires, sans jamais vraiment permettre de monter. Chaque version prétendait corriger les faiblesses de la précédente, mais ne faisait souvent que déplacer le problème d'un sous-système à l'autre, comme une maladie chronique que l'on tente de traiter en changeant simplement de pansement. La première tentative sérieuse de modernisation fut la version dite PT-1, introduisant une nouvelle munition, la 5V55R, censée offrir une portée théorique de 75 km. Ce chiffre, flatteur sur le papier, reposait en réalité sur une configuration presque utopique, cible non manœuvrante, altitude constante, conditions météorologiques parfaites, et surtout, désignation précise par un système de guidage externe. En dehors de ces paramètres idéaux, la portée utile chutait brutalement. Dans des environnements perturbés ou en terrain urbain, le rayon d'action effectif tombait parfois sous la barre des 40 km. Et malgré l'ajout de ce missile amélioré, le système nécessitait toujours une demi-heure complète pour atteindre l'état de tir. Une durée critique dans un contexte où la menace pouvait surgir, frapper et disparaître en quelques minutes. La version suivante, PS, afficha une promesse encore plus ambitieuse, une capacité de mise en œuvre en 5 minutes. Sur le terrain, cette promesse se heurta immédiatement à la réalité du bitume fissuré, du gel électronique et des accumulateurs capricieux. En conditions réelles, les opérateurs peinaient à activer l'ensemble du dispositif en moins de 10 à 12 minutes, ce qui restait certes une amélioration, mais encore loin de la réactivité nécessaire contre des frappes aériennes de saturation. Ce modèle s'appuyait sur une architecture semi-décentralisée, avec un poste de commandement mobile, doté de son propre radar de veille et de traitement, capable de gérer jusqu'à 6 unités de tir. Chaque unité pouvait engager jusqu'à 2 missiles par cible. Mais cette sophistication s'accompagnait d'un point faible critique, la centralisation du traitement décisionnel. Si le poste de commandement était brouillé ou détruit, toutes les unités associées devenaient aveugles et muettes. Aucun système de reprise locale n'était prévu, aucune fonction de délégation automatique. Le réseau était fort, mais dépendait d'un seul cœur. Pour surmonter ces failles, les ingénieurs conçurent une nouvelle génération de missiles, le modèle 48N6. Plus rapide, doté d'une charge militaire renforcée et d'un système de guidage numérique avancé, il devait pouvoir intercepter des cibles volantes à plus de 6000 km/h. Cependant, l'augmentation de la vitesse réduisait drastiquement la fenêtre de correction de trajectoire, ce qui obligeait le radar à des calculs de prédiction ultra précis. Or, la puissance de traitement des calculateurs embarqués, souvent dérivés d'ordinateurs soviétiques au silicium fragile, n'était pas toujours à la hauteur. Résultat, des interceptions ratées pour cause de surcharge computationnelle. En parallèle, des capteurs de basse altitude furent ajoutés, montés sur des mâts extensibles pouvant atteindre une dizaine de mètres. L'idée était de combler l'angle mort proche du sol, souvent exploité par les missiles de croisière. Mais ces mâts étaient sensibles au vent, nécessitaient un ancrage minutieux et ralentissaient l'installation globale. Pire encore, une inclinaison de quelques degrés, causée par une pente ou une assise instable, suffisait à fausser l'angle de détection et à faire disparaître une cible de l'écran radar. Vers la fin des années 1990, une nouvelle famille de missiles fit son apparition, les 9M96, E1 et E2, plus compacts, plus maniables, et utilisant un système de manœuvre par propulsion à gaz froid, ils devinrent compenser la baisse de masse explosive par une précision accrue. Cette architecture permit effectivement une meilleure adaptation en phase terminale, mais réduisit la capacité destructrice directe. En d'autres termes, on atteignait mieux la cible,
mais on n'était pas sûr de la neutraliser. Ces versions furent intégrées dans les modèles PMU1 et PMU2 destinés à l'export. L'une des évolutions clés était la modularité accrue des rampes de lancement, pouvant être installées sur des camions ou des semi-remorques. Si cela offrait une flexibilité logistique appréciable, cela imposait aussi une reconfiguration complète du câblage et des interfaces numériques à chaque changement de plateforme. Des erreurs de connexion ou des désaccords de protocole entraînaient des pannes aléatoires, parfois indétectables avant la mise à feu. Le système de guidage associé, baptisé 83M6E, introduisait de nouveaux radars de veille longue portée, combinés à des antennes passives pour la détection simultanée à haute et basse altitude. Cependant, plus les modules s'ajoutaient, plus le système devenait vulnérable à la moindre défaillance en chaîne. L'interopérabilité entre les composants anciens et nouveaux était toujours déclarée compatible dans les brochures, mais rarement démontrée avec succès sur le terrain. Ce paradoxe central du S300 atteignait ici son point de rupture. Plus on augmentait sa complexité, plus on réduisait sa robustesse. À force de vouloir tout intercepter, le système finissait par intercepter lui-même. Une mécanique de précision en perpétuelle lutte contre sa propre inertie. Un colosse d'électronique soviétique, dont chaque mise à jour rapprochait un peu plus l'ensemble de l'implosion fonctionnelle. À mesure que le S300 s'enfonçait dans sa propre complexité, ses chiffres devenaient de plus en plus impressionnants, mais de moins en moins significatifs. On parlait désormais d'un système capable de suivre 100 cibles en parallèle, d'en engager 36 simultanément, avec 2 missiles assignés à chacune, le tout à un rythme de tir d'une salve toutes les 3 à 5 secondes. Dans les brochures techniques, ces capacités dessinaient une architecture quasi invincible. En conditions réelles, elles se heurtaient à une mécanique fragile, à des limites thermodynamiques et à des algorithmes qui n'étaient jamais conçus pour gérer de telles volées d'informations en temps réel. L'un des composants les plus emblématiques de cette démesure était le radar dit 46CN6, un système à réseau à commande de phase, capable théoriquement de balayer une zone de 200 km de rayon. Mais ce chiffre ne valait que dans des conditions parfaites. Atmosphère sèche, cible de grande taille, altitude supérieure à 1000 mètres, et surtout, aucune manœuvre d'évitement. Dans le monde réel, une simple variation d'humidité, ou une cible se déplaçant en nap of the earth, c'est-à-dire au ras du sol, suffisait à réduire la portée effective de détection de moitié. Sous les 25 mètres d'altitude, le radar devenait sourd, aveuglé par les reflets du sol, les interférences naturelles et ses propres limites angulaires. Le missile phare de la série, le 48N Caesar, portait un nom aussi complexe que son système de guidage. Sa tête militaire utilisait une charge à fragmentation dirigée, concentrant une onde de projectiles métalliques dans un angle réduit, afin de maximiser la densité d'impact. Sur le papier, cela devait garantir la destruction même d'un missile balistique en phase terminale. En pratique, ce type de fragmentation nécessitait un alignement presque parfait entre la trajectoire de la cible et l'orientation du cône d'impact. Tout écart de plus de 15 degrés réduisait l'efficacité de la charge à un simple éclat latéral. Ce qui aurait pu suffire contre un avion de reconnaissance ne suffisait jamais contre une ogive blindée ou un missile manœuvrant. L'engagement contre les cibles à très haute vitesse, au-delà de 2000 mètres par seconde, posait un autre problème. Le logiciel de conduite de tir reposait sur un ensemble d'hypothèses cinématiques fixes. En cas de trajectoire imprévue, le système passait en mode de poursuite prédictif. Mais ce mode utilisait une base de données préétablie de profils de vol, inadaptés aux missiles récents ou aux manœuvres imprévues. Résultat, le missile intercepteur fonçait droit vers un point où la cible n'était déjà plus. La précision mathématique de l'échec rendait l'événement d'autant plus absurde. On ne ratait pas parce qu'on visait mal, mais parce qu'on visait avec une foi aveugle dans des modèles dépassés. Pour compenser, les ingénieurs introduisirent l'un des tirs par paire. 2 missiles étaient lancés vers la même cible, chacun avec une légère variation angulaire, afin d'augmenter les chances d'interception. Cela doublait la consommation de munitions, surchargeait les circuits d'alimentation et provoquait parfois des conflits électromagnétiques entre les radars d'illumination. Lors de certains tests, l'émission combinée de 2 antennes provoquait des interférences au point de brouiller leur propre signal. Dans d'autres cas, la cadence de tir provoquait une surchauffe des générateurs. Lors d'un exercice documenté, après 7 tirs en moins de 15 minutes, le système entra automatiquement en mode de refroidissement pendant 30 minutes,
Une demi-heure pendant laquelle il devenait incapable de tirer à nouveau, même en situation critique. Un autre point de rupture était la gestion des cibles multiples. Les capteurs du système peinaient à distinguer deux objets très proches, avec des signatures radar similaires. Dans une configuration où plusieurs missiles d'attaque arrivaient en formation serrée, le S-300 pouvait les interpréter comme une seule cible. Il lançait alors une salve trop faible ou dirigeait toute sa puissance sur une seule menace, ignorant les autres. Cette confusion était aggravée par l'absence de correction manuelle rapide. Les opérateurs devaient relancer tout un cycle de recalcul, souvent trop lent face à des cibles supersoniques. Pour les menaces balistiques à courte portée, les difficultés s'accumulaient. L'accélération verticale de certaines ogives dépassait les capacités de suivi angulaire du radar de guidage. Lorsqu'une cible entrait dans la zone d'engagement à une vitesse supérieure à 3000 mètres par seconde, le système devait réagir en moins de 2 secondes, incluant détection, classification, désignation et tir. Le problème n'était pas tant le matériel, quoique souvent vieillissant, mais l'architecture logicielle. Chaque étape dépendait de la précédente, sans possibilité d'anticipation parallèle. Ce traitement séquentiel limitait la réactivité à une chaîne lente dans une guerre rapide. Au final, chaque amélioration du S-300 l'éloignait un peu plus de son idéal opérationnel. Chaque module ajouté, chaque fonctionnalité intégrée, apportait avec elle une nouvelle contrainte, une nouvelle variable à maîtriser, un nouveau point de défaillance. Le système voulait tout faire: haute vitesse, faibles altitudes, cibles furtives, missiles balistiques. Il devint un labyrinthe d'algorithmes imbriqués, un automate géant soumis à la moindre erreur humaine, au moindre déphasage thermique, au moindre bug logiciel, un arsenal impressionnant, dont la plus grande vulnérabilité résidait dans sa propre ambition. Un géant aux pieds de silice, qui perdait l'équilibre à chaque nouvelle ligne de code. Malgré des décennies de développement, des tonnes de matériel et des kilomètres de câbles, le S-300 resta jusqu'à la fin un système sans bataille. Pas un seul tir réel contre un ennemi, pas une seule interception vérifiable sur un champ de guerre, pas même une réaction automatique en situation de crise avérée. Il fut le fantôme d'un arsenal, une ombre stratégique, omniprésente dans les manœuvres, mais absente des conflits. Un système qui existait davantage dans les discours diplomatiques que dans les zones de combat. Officiellement, il devait incarner la souveraineté technologique et la dissuasion absolue. Officieusement, ses opérateurs eux-mêmes doutaient parfois de sa capacité à fonctionner dans un scénario réel. Le cas du Venezuela illustre parfaitement ce paradoxe. En 2009, Caracas signa un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars pour acquérir 2 divisions de S-300 version VM. La livraison fut médiatisée, les parades militaires furent organisées et le système fut installé dans les zones stratégiques du pays. Mais lors des premières simulations grandeur nature, les résultats furent, selon des rapports internes, inconcluants. Un tir simulé contre une cible lente échoua à cause d'un désalignement radar. Un autre fut annulé pour cause de perte de liaison radio. Les opérateurs durent suivre des procédures manuelles pour redémarrer certains modules, révélant l'absence de redondance automatique. Le système se comportait comme un orchestre sans chef, chacun jouant sa partition sans écouter les autres. Dans d'autres pays, la situation n'était pas plus brillante. Plusieurs armées ayant acquis le système, parfois même en version incomplète, n'avaient ni le personnel qualifié, ni l'infrastructure logistique pour l'utiliser correctement. Des radars furent livrés sans les câblages appropriés. Des lanceurs furent stockés pendant des années sans test de maintenance. Dans un cas, une armée acheta seulement les composants électroniques pour études, incapable de lancer un seul missile. Le prestige de posséder le système comptait plus que son fonctionnement réel. Paradoxalement, ce sont les États-Unis qui acquirent l'un des rares exemplaires complets d'un S-305 à des fins d'analyse. L'unité fut démontée, examinée, testée dans des environnements contrôlés. Les conclusions, partiellement déclassifiées, révélèrent ce que certains ingénieurs savèrent déjà. Le système était technologiquement impressionnant, mais d'une sensibilité extrême. Une variation thermique de 5 degrés pouvait dérégler certains modules. Une alimentation électrique instable provoquait des micro-décalages dans les temps de réaction. L'architecture logicielle, monolithique, rendait difficile toute adaptation rapide. En résumé, le S-300 n'était pas une forteresse automatisée, mais un château de cartes savamment empilé. Le plus troublant restait le comportement du système en conditions limites. Lors d'un test, un véhicule logistique heurta accidentellement un câble de données entre le centre de commandement et un lanceur.
La rupture de cette connexion suffit à désactiver non seulement la plateforme concernée, mais à bloquer tout le réseau. Aucune récupération automatique, aucun mode dégradé. L'ensemble entra en veille, nécessitant un redémarrage manuel de plus de 8 minutes. Si cette panne avait eu lieu en situation réelle, la défense aérienne serait restée sourde et aveugle pendant toute la durée de l'incident. Les dispositifs de filtrage intelligent, censés éviter les fausses alarmes, introduisaient un autre problème. Chaque détection passait par 2 cycles de validation. Lorsqu'une véritable menace surgissait avec une trajectoire non conforme, le système hésitait. 12 secondes étaient parfois nécessaires pour que la chaîne de commandement donne l'autorisation d'engagement. Mais à des vitesses hypersoniques, 12 secondes suffisent à franchir 200 km. Une latence fatale, intégrée au système au nom de la sécurité, mais incompatible avec les conflits modernes. Et pourtant, malgré ces failles structurelles, le mythe du S-300 perdura. L'opacité des données, le secret autour des essais, l'aura de l'ingénierie soviétique contribuèrent à entretenir une image invincible. Plusieurs pays développèrent même leur propre copie, espérant en extraire une solution miracle. Certains optèrent pour des miniaturisations, d'autres pour une compatibilité avec des radars existants. Mais tous rencontrèrent les mêmes obstacles. Complexité excessive, vulnérabilité logicielle, besoin permanent de maintenance. En dernière analyse, le S-300 fut un monument à la démesure technologique. Construit pour intercepter tout, il devint incapable de gérer l'imprévu. Fabriqué pour protéger, il passa sa vie à se protéger de lui-même. Sa mission principale, défendre l'espace aérien, fut éclipsée par une obsession de la performance théorique. Une machine qui, au moindre grain de sable, transformait sa prétendue supériorité en paralysie totale. Un système où la moindre erreur humaine, la moindre onde parasite ou la moindre ligne de code mal calibrée pouvait faire basculer une division entière dans le silence. Et dans ce silence, aucune cible n'était détruite. Car le S-300, souvent, ne tirait pas. Il attendait.